Bien, merci beaucoup. Donc on va continuer sur une conférence par Philippe Beaufils. Philippe Beaufils qui d'ailleurs a eu un des prix de l'Académie cette année et je suis vraiment très, très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Il va nous parler des publications scientifiques, un environnement en évolution. Il faut vous dire qu'il est éditeur d'un des journaux de la Softcote. Rédacteur en chef. D'un journal que les orthopédistes connaissent bien. Exactement. Voilà. Messieurs les présidents, mon cher Henri, monsieur le secrétaire, mes chers collègues, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté la proposition d'Hubert Joannet de vous présenter ce travail sur les publications scientifiques, un sujet éminemment transversal s'il en est, et comme il vient d'être dit, et comme vous le voyez sur ma déclaration d'intérêt, ma position d'ancien rédacteur en chef d'Orthopedics and Traumatology Surgery and Research m'a donné peut-être une certaine expérience dans ce domaine. Alors, je voudrais en premier lieu remercier Hervé Maisonneuve, qui est un professeur de santé publique à Lyon et qui connaît particulièrement bien le sujet, avec lequel nous travaillons beaucoup et qui m'a apporté beaucoup pour cette présentation, et ainsi que quelques données qui m'ont été fournies par les éditions Elsevier, éditeurs de notre journal. En préambule, je voudrais faire deux réflexions. La première, c'est que, évidemment, comme beaucoup de choses en matière humaine, l'évolution des pratiques en publication scientifique ne s'est pas faite de façon linéaire. Elle ne s'est pas faite non plus par étapes successives plus ou moins chevauchées. Et en réalité, elle constitue une araignée, un network, diraient les anglo-saxons, extrêmement complexe. Il en découle que ma présentation sera nécessairement simplifiée, voire simpliste de temps en temps, et je vous prie de m'en excuser. Ma deuxième réflexion tient à ce qu'on appelle une publication scientifique. Alors, si l'on prend l'expérience des sciences dures, les mathématiques, la physique, la chimie, la publication scientifique a pour but le partage entre experts. Ça ne souffre aucune discussion. Lorsque l'on va vers la médecine, et singulièrement la chirurgie, il y a dans les publications scientifiques une contradiction intrinsèque, un aspect schizophrène, si j'ose dire, entre une revue entre guillemets scientifique vraie qui est destinée à permettre des échanges entre experts sur un sujet pointu et un souhait ou un rôle ou un objectif de formation continue pour la pratique commune, le daily practice de nos auteurs anglo-saxons. Et si je vous dis ça, c'est parce que cette année, nous avons au sein de la Société française de chirurgie orthopédique réalisé une enquête de lectorat auprès des membres de notre revue. Et lorsqu'on leur posait la question « Quel est pour vous le rôle d'une revue telle que la nôtre ? Est-ce une revue scientifique ou un organe de formation ?» Et vous voyez que la réponse était à peu près 50-50. Et nous sommes là face à une contradiction que nous devons savoir ou pouvoir gérer. Alors, le système de référence, vous le connaissez. C'est un système à 4 acteurs. Le premier acteur est évidemment l'auteur qui soumet un document, un manuscrit, qui va arriver dans la rédaction d'un journal. Ce journal peut ou non être le journal officiel d'une société savante. Le process du peer review system, la revue par les pairs, est mis en œuvre et si l'article est accepté, il est confié à un éditeur, lequel éditeur peut ou non être propriétaire du titre du journal. Ce peut être la société savante ou ce peut être le journal lui-même qui est propriétaire. Et enfin, l'éditeur va assurer la publication qui va aller vers les lecteurs. Vous connaissez ça par cœur. Ce que vous voyez évidemment, c'est que dans ce système, le payeur et le lecteur, soit par l'abonnement contraint comme membre d'une société savante, soit par un abonnement individuel, soit par des abonnements institutionnels, au demeurant fort chers.
Ce système de peer review qui, à la fin du siècle dernier, était le système quasi universel, a les avantages de garantir une certaine qualité. Vous voyez que j'ai mis un point d'interrogation. Et aussi peut-être, et c'est important, de canaliser les tendances en vérifiant qu'elles sont conformes à la politique éditoriale du journal. Alors ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Un délai de publication rallongé, la difficulté à trouver des reviewers, et ça n'est pas le moindre des difficultés, d'éventuels conflits entre les auteurs et la rédaction. Mon article était excellent, c'est un scandale qu'il ait été refusé, et puis éventuellement des conflits entre la rédaction et l'éditeur. Ce qui a pu donner lieu à des phrases choc, telles que celle de l'éditeur en chef du Lancet. Nous savons que le système d'évaluation par les pairs est biaisé, injuste, non fiable, incomplet, facilement truqué, souvent insultant, souvent ignare, parfois bête et souvent erroné. Et bien avec ça. Mais bon, comme vous le savez, la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres, et peut-être que le système du peer review, de l'analyse par les pairs, est peut-être encore le meilleur système. Quoi qu'il en soit, et ça c'est important, ce système a généré une inflation considérable. Vous connaissez la phrase « publish or perish ». Nous sommes actuellement à 2,5 millions d'articles scientifiques publiés, toutes disciplines scientifiques confondues, 25 000 revues à comité de lecture, dont 12 000 dotées d'un facteur d'impact. Voilà, l'augmentation du nombre de publications en chirurgie, c'est entouré en rouge. Vous voyez que en bas, vous avez les pourcentages. Entre 1998 et 2017, le nombre de publications dans le domaine chirurgical a doublé. Triplé en orthopédie, et ces chiffres correspondent à l'évolution globale du nombre de publications, c'est le chiffre du haut, des sciences médicales et de la santé. Parallèlement à cette augmentation du nombre de publications, on assiste à une augmentation du nombre de journaux. Et si vous allez dans les journaux ayant un impact factor, dans le Web of Science, vous trouverez dans la catégorie orthopédique, pardon, je suis orthopédiste, donc c'est un sujet que je connais un peu mieux, une évolution majeure du nombre de revues, 48 en 2009, 76 en 2019, vous voyez, en 10 ans, et de la catégorie chirurgie, surgery, à 203 revues référencées à Impact Factor en 2019. Cette pluralité, elle a l'inconvénient, peut-être qu'on perd des repères, elle a aussi l'avantage, et j'y reviendrai, d'une réponse possible à la censure supposée ou réelle des comités de rédaction. Eh bien, puisque j'ai été refusé dans tel journal, je pourrais aller vers tel ou tel autre, et il y en aura bien un qui acceptera mon merveilleux papier. Alors pourquoi cette inflation considérable ? Parce que tout le monde y trouve son compte. Les auteurs, ça leur permet d'augmenter leurs titres et travaux. Les journaux, parce qu'ils ont une visibilité meilleure. Les éditeurs, évidemment, d'un point de vue commercial. Et enfin, les instances académiques, parce que peu ou prou, les titres et travaux restent un élément important dans l'appréciation de la carrière de jeunes universitaires ou de futurs universitaires. Comment se situe la France dans ce concert ? Eh bien, voici les résultats pour ce qui concerne l'orthopédie. C'est un papier qu'on a publié cette année. Nous nous situons au 9e plan mondial et au 3e européen en termes de papier d'origine française publié dans tous les journaux référencés dans le Web of Science. Donc finalement, un résultat qui n'est pas déshonorant du tout. L'occasion de souligner, pour accompagner ce bon résultat de la publication des auteurs français, l'occasion de souligner l'intérêt qu'il y a pour les revues françaises
à passer au bilingue, soit éventuellement à l'anglais pur, puisque, on le sait bien, la promotion au niveau international des publications passe nécessairement par l'utilisation de l'anglais. Je vous ai mis ici quelques revues, mais ça n'est évidemment pas exhaustif, qui ont cette solution du bilingue pour des revues qui, à l'origine, étaient françaises. Alors, cette inflation, est-ce que c'est un cercle vicieux ou est-ce que c'est un cercle vertueux? J'aime bien cette étude de Bruce Ryder qui est parue dans l'American Journal of Sports Medicine. Il a regardé 1008 articles soumis dans 3 grandes revues de médecine interne que vous avez là, en 2003-2004. Sur ces 1008, 62 ont été acceptés, donc un taux de rejet majeur. Mais sur les 946 qui ont été rejetés, 757 ont été acceptés dans d'autres revues. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure sur la pluralité de la presse scientifique presse scientifique internationale. Si l'on regarde le taux de citation global des papiers qui ont été acceptés dans ces 3 journaux, il est de 143, alors que les papiers qui ont été acceptés dans d'autres revues n'est que de 94 ou de 70. Donc on se dit, le peer review a bien fait son travail, les 3 meilleurs ont le plus de citations, et puis ensuite ils ont un taux de citation un peu inférieur. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que si l'on va dans les papiers qui ont été rejetés initialement par les 3 meilleurs journaux, mais acceptés dans d'autres journaux de qualité, on voit qu'ils ont un taux de citation plus élevé. Donc ceci confirme l'idée que la pluralité est probablement bénéfique pour contrebalancer le caractère subjectif du système de révision par les pairs. Alors c'est aussi un cercle vicieux parce qu'il y a des limites à ce modèle. Ces limites sont, à mon sens, au nombre de 2. D'une part, la dictature de l'impact factor et d'autre part, le défi commercial que constitue ce système actuel. La dictature de l'impact factor, voilà les premiers de la liste de la chirurgie. Vous voyez que l'impact factor maximal en chirurgie se situe à 10,6, à comparer avec Nature ou autres qui sont autour de 40 ou 50. Et si l'on regarde, et cet élément de la dictature de l'impact factor, il dépasse nos cercles, et on le voit apparaître dans la grande presse. Voilà un article paru en juin 2018, où il est dit, soumis à la pression du fameux publisher perish, nos jeunes sont évalués en fonction de l'influence des journaux, et pas seulement de la qualité de leurs propres travaux. Ils vont vers un fort taux de citation, et c'est ceci qui peut conditionner un poste, une carrière, mais aussi des financements, et même le classement comme celui de Shanghai. Vous voyez que la grande presse, c'est donc a donc pris en compte cet aspect des choses. Et la dictature de l'impact factor, c'est qu'elle, théoriquement, et vous le savez tous, elle mesure l'attractivité d'une revue, mais en réalité, elle est utilisée pour bien d'autres choses, et en particulier par les instances académiques pour évaluer les candidats. Tous les acteurs s'accordent à penser que c'est un mauvais index, mais tous les acteurs l'utilisent. Alors c'est un peu comme la DMS ou le nombre de lits dans les services hospitaliers. Tout le monde sait que c'est pas très bon, mais tout le monde l'utilise. Il y a bien d'autres index. Regardez cette liste, elle n'est pas exhaustive. Et je vous mets au défi, enfin moi je ne serais pas capable, de vous donner quelle est exactement la définition de tous ces index. Tout ça pour vous dire qu'il n'y en a qu'un qui reste dans l'esprit commun, c'est bien l'impact factor. Deuxième élément de ce cercle vicieux, c'est le modèle budgétaire. Et ce n'est pas un vain mot que de dire ça. Le commerce des revues scientifiques en France, c'est 100 millions d'euros. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la clientèle captive, les membres d'une société savante avec abonnement couplé, et en dehors, les abonnements institutionnels qui sont extrêmement onéreux. Il faut bien comprendre qu'il y a sur le marché 3 ou 4
éditeurs qui sont des mastodontes. Je vous en ai mis 3 là. Ces éditeurs, ces 3 ou 4, ont le monopole de toutes les revues à haut impact factor. Ils ont donc une clientèle captive de la part de leurs auteurs qui, par nécessité, cherchent à publier dans des journaux à haut impact factor. Et par conséquent, ils ont une liberté d'augmentation des tarifs qui est tout à fait étonnante, puisque pendant de nombreuses années, jusqu'à il y a 2-3 ans, l'augmentation annuelle de l'abonnement institutionnel était à 2 chiffres. L'augmentation annuelle était à 2 chiffres. Et je vous ai mis en rouge ici. Ça n'est pas une certitude, mais il se dit que Elsevier dégagerait une marge bénéficiaire de 37%. Pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se permettre ça. Ce qui fait que ça a créé tout naturellement des conflits importants. On en a vu en Californie, en Allemagne, au CNRS. Il y a un consortium qui s'appelle en France le Couperin, qui inclut 250 établissements et institutions. Et que dit Couperin? Il dit que Elsevier nous coûte 35 millions d'euros par an, dont 5 millions payés par le CNRS, et qu'on paye grosso modo 3 fois plus cher que le juste prix. Même chose ici pour l'Université de la Californie qui, vis-à-vis d'Elsevier, a arrêté les négociations en 2018 et a failli arriver à un clash. Entre-temps, ils ont réussi à trouver une solution. Libération, l'innovation technologique remet en cause le monopole de la diffusion du savoir et ce système où des chercheurs paient pour disposer d'un bien produit par eux-mêmes gratuitement. Alors, ces limites ont poussé à modifier le modèle. Alors, encore une fois, tout ça ne s'est pas fait de façon linéaire, par simplification, tout ça s'est un petit peu mélangé, et c'est l'arrivée de la révolution numérique qui a un peu bousculé les choses. La révolution numérique, elle a touché évidemment le modèle classique dans sa fabrication, dans sa diffusion, dans son analyse de cette diffusion, mais elle a également, via de nouveaux médias, proposé de nouvelles solutions, et c'est l'open access. Avant d'aller à l'open access, donc, le modèle classique a tenté plus exactement, de modifier l'analyse de son impact par l'introduction de ce qu'on appelle les altmetrics. Les altmetrics, c'est un index hétérogène qui regroupe un certain nombre de données, les citations, le nombre de fois où un article est cité dans différents moteurs de recherche ou dans des réseaux sociaux, les partages sur des forums et les téléchargements, et tout ceci vous donne une espèce d'étoile, comme vous voyez en bas à gauche de la diapositive, et théoriquement vous donne une image de la vie de cet article. Donc l'intérêt, c'est d'espérer donner à un article, grâce au numérique, grâce à ce que permet le numérique, de donner à un article sa vie propre, indépendamment de la revue dans laquelle il est publié. Et on pourrait donc théoriquement espérer qu'un très bon article publié dans une revue de seconde catégorie ressortent avec des citations analogues à un très bon article publié dans une revue à très bon impact factor. La réalité n'est pas là, l'impact factor est toujours là, toujours présent, et les études ont montré que ces altmétriques sont conditionnées par la revue dans laquelle l'article est publié. Il y a donc, malgré le fait que le numérique permette théoriquement une exfiltration, si j'ose dire, de l'article de sa revue, eh bien, il reste peu ou prou lié à la revue dans laquelle il a été publié. Alors, pour répondre à ça, il y a le libre accès. Le libre accès, ce n'est pas une histoire récente, ça date du début des années 90. Monsieur Paul Ginsberg, qui est un physicien et qui a eu l'idée de proposer une archive publique institutionnelle dans laquelle les scientifiques pourraient déposer de façon gratuite leurs documents, lesquels documents seraient consultés de façon gratuite par les lecteurs, permettant ainsi 1. des échanges rapides, 2. des échanges entre experts et 3. l'archivage des documents.
Cet open access, il concerne actuellement, on pense, c'est difficile à évaluer, à peu près 30% des articles qui sont publiés dans le monde, toutes disciplines scientifiques confondues, soit 750 000 articles. Ce système a le soutien inconditionnel des institutionnels. La Commission européenne exige que tout article financé sur fonds européens soit en accès libre. Le plan S, initiative soutenue par un consortium international de bailleurs de fonds de la recherche, même chose. Il faut que ça soit que les documents, que les études issues de la recherche financée par des subventions publiques aillent sur des plateformes en libre accès. En France, le plan national pour la science ouverte prévoit également une obligation de diffusion en accès ouvert. Ça, ce sont les vœux pieux. Alors, il y a deux grandes chaînes open access. Le Green Open Access, c'est véritablement celui que je viens de vous décrire. Diffusion et archivage gratuit, archives ouvertes à tous, qui peut être institutionnelle, qui peut être régionale, qui peut être nationale, internationale ou par discipline. Elle est très peu utilisée en médecine. Et la chirurgie y est très peu présente. Par exemple, sur la photo à sauter, je ne sais pas pourquoi, sur la plateforme HAL INSERM en France, il y a 29 708 dépôts actuellement. Si vous tapez les mots-clés chirurgie, vous avez 43 documents, orthopédie, 34 documents. La chaîne Gold Open Access est liée à une revue, liée à un éditeur. Mais le modèle économique, contrairement au modèle classique que je vous ai présenté tout à l'heure, est inversé. C'est-à-dire que ce n'est pas le lecteur qui est payeur, c'est l'auteur qui est payeur. Et c'est ce qu'on appelle l'Article Processing Charge, APC, qui fonctionne dans ce cas-là. Et l'APC, ça varie entre 1 000 et 9 000 $ l'article, selon le prestige de la revue. Il y a plusieurs options dans ce Golden Access, par exemple les revues qui sont en full open access, c'est-à-dire que c'est une revue qui ne prend que de l'open access, je vais y revenir. Les revues dites hybrides, c'est-à-dire les revues, on va dire standards, que vous connaissez toutes, mais qui offrent à leurs auteurs la possibilité que leurs articles, moyennant finance, soient immédiatement en open access, donc accessibles en dehors des abonnés. Et puis, il y a les revues Open Archive, qui est notre revue, par exemple, qui, après une année d'embargo sur un système classique, permet à l'ensemble des lecteurs d'accéder aux données, aux articles. L'exemple type de la revue Full Open Access que vous connaissez peut-être, c'est PLOS ONE, fondée en 2006, taux d'acceptation 70%, pas de peer review, simplement un contrôle que l'article est conforme, rapidité de diffusion, possibilité de commentaires par les lecteurs a posteriori, un peu comme dans Wikipédia. Pour vous donner une idée, 34 000 articles publiés en 2013, un impact factor à 4 au début, donc c'est pas mal, et un tarif de 1 495 $ pour une soumission. Malheureusement, ce système, après une période d'évolution favorable, a montré ses limites avec une baisse progressive et de ses publications et de son impact factor, et n'a jamais été une publication qui a beaucoup accepté de papiers médicaux. D'autres méga-revues sont nées, et en particulier Scientific Reports, qui actuellement est en tête. Ce qui est intéressant dans ces méga-revues, c'est le fait qu'elles ouvrent leurs portes à des publics qui, jusqu'à présent, on voyait peu dans les revues internationales, et en particulier les Chinois, qui représentent, par exemple, 39% des publications dans Scientific Reports. Alors donc, tout ça pour vous dire que nous sommes passés d'un arbre, le système
4 acteurs du départ, à une espèce de jungle, de forêt vierge qui est un peu difficile à démembrer. J'espère vous avoir donné quelques idées. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est un diagramme que m'a fourni Hervé Maisonneuve, qui est juste là pour vous montrer la complexité du système actuel. Et cette complexité, elle mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Je ne sais pas si vous le savez, moi je ne le sais pas depuis très longtemps, que Medline, PubMed et Web of Science ne recouvrent pas du tout les mêmes choses. Je vais essayer de vous expliquer. Web of Science, c'est les journaux ayant un impact factor. Alors évidemment, ces 3 cercles se recouvrent de façon très large, et par exemple, ce cercle-là sera constitué de journaux qui ne sont pas dans Medline, qui sont dans Web of Science et qui sont dans PubMed. Et ça existe. Et vous avez par exemple ce journal français, publié en anglais, de la French Intensive Care Society, qui n'est pas dans Medline parce qu'il est purement électronique, qui est dans Web of Science. Il a un impact factor à 3,9. Ça, ce sont des revues recommandables, bien sûr. Et puis, vous avez ce cercle de revues qui sont dans PubMed, mais qui sont ni dans Medline, ni dans Web of Science. Je reviens en arrière. Pourquoi vous avez ces revues qui sont ni dans Medline, ni dans Web of Science? Tout simplement parce qu'il y a un institut qui s'appelle PubMed Central. Il faut bien faire la différence entre PubMed et PubMed Central, mais tout ça ne vient pas naturellement. Il faut aller voir à l'intérieur. Et PubMed Central, c'est quoi? Eh bien, PubMed Central, c'est une archive open access où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et PubMed Central déverse dans PubMed toutes ces données. Si bien que vous allez trouver dans PubMed tout un tas de revues qui sont ni dans Medline, ni dans Web of Science, c'est-à-dire qui n'ont pas d'impact factor, et que l'on peut appeler éventuellement revues non recommandées, ou revues trompeuses, ou revues prédatrices. Ces revues prédatrices, qui sont des entités, alors ça c'est une définition qui vient de sortir dans Nature en 2019 et qui a été traduite par Hervé Maisonneuve. Les revues et les éditeurs prédateurs sont des entités qui privilégient l'intérêt personnel au détriment de l'érudition et se caractérisent par des informations fausses ou trompeuses, un écart par rapport aux bonnes pratiques rédactionnelles et de publication, un manque de transparence et ou le recours à des pratiques de sollicitation agressive et sans discernement. Vous voyez bien où on veut en venir avec cette définition. Et ça, c'est quelque chose, j'imagine, vous comme moi, auquel vous êtes sollicité quotidiennement dans vos emails. C'est quelque chose qui est apparu en 2012 et c'est pas quelque chose de petit. On estime qu'il y a 12 000 revues de ce type-là. Elle surfe évidemment sur le souhait d'auteur de publier rapidement et sans difficulté. Elle pratique des tarifs inférieurs au Gold Open Access. Je vous rappelle les tarifs que je vous disais tout à l'heure, entre $1 500 et $9 000. Et elle se professionnalise, c'est-à-dire que certaines d'entre elles proposent des plateformes de soumission comme les éditeurs classiques. Et pas seulement envoyez-moi en copie dans l'email votre document. Donc attention parce que pour 2 raisons. D'abord, c'est une escroquerie financière et deuxièmement, une fois que c'est publié dans ces revues, eh bien, du fait du copyright, il est théoriquement interdit d'aller republier ce papier dans une revue recommandable. Ça, c'est juste pour vous montrer, entre 6h32 et 10h30 ce jour-là, sur ma boîte mail, 6 propositions. Alors, quel est l'impact ? Pour nous, ça reste à la marge, semble-t-il, pour l'instant. Mais vous voyez bien que des pays émergents utilisent largement ces revues prédatrices pour montrer qu'elles existent, mais pas que. Regardez les États-Unis, qui sont aussi de grands contributeurs à ce type de revues. Ça, c'est une discipline en agriculture. Bon, c'est pas notre domaine, mais vous voyez qu'ils considèrent que 9% des articles en France
venant du CIRAD sont publiés dans des revues prédatrices. Nous, on vient d'essayer de voir ça, c'est difficile en orthopédie en France, c'est des chiffres tout récents, là ça sort de cette semaine, on serait très faible, 0,54%, mais quand même un coût de 300 000 € environ d'investissement pour rien. Donc c'est pas nul. Alors comment les reconnaître ? C'est toujours pareil, ils vous promettent des publications très rapides, ils vous sollicitent par email, ce sont des fausses adresses dans des pays à haut niveau scientifique, le nom est ronflant, il se rapproche du nom d'une revue que vous connaissez bien. Les comités de rédaction sont théoriques avec des prête-noms, des faux noms, il y a un IF fantaisiste, donc c'est très facile d'aller dans le Web of Science et de voir s'il y a un IF. L'ISSN est fantaisiste, la sollicitation financière parfois vient souvent après et c'est là qu'il y a risque de se faire prendre. Et comment s'en prémunir ? Eh bien, il faut éduquer. Et je pense, et je ne suis pas le seul à penser, que le rôle des institutions est important ici, au niveau des sociétés savantes, des institutions universitaires par exemple, pour proposer aux futurs candidats à des carrières par exemple, de s'en tenir à des listes qui sont acceptées ou recommandables. C'est ce qu'a fait par exemple la Société de médecine d'urgence en proposant pour son CNU une liste de revues acceptables. SIGAPS c'est aussi intéressant parce que SIGAPS, je vous le rappelle, a une catégorie E, qui est une catégorie de revues non indexées Impact Factor. Par conséquent, tous les papiers émanant inclus dans SIGAPS E doivent probablement être pris avec un certain recul. Voilà. Je conclus pour vous dire qu'on est actuellement dans une jungle. Je prends la comparaison avec la télé. Il y a 20 ans, vous aviez une télécommande, vous appuyez sur votre télécommande, vous aviez les chaînes de télé. Maintenant, vous avez la TNT, les streamings, etc., etc. Il vous faut 3 ou 4 télécommandes pour pouvoir allumer votre télé et on n'est pas toujours capable de le faire correctement. On en est un peu dans la même situation avec l'état actuel de l'édition scientifique. Il semble quand même qu'actuellement, les éditeurs gardent une place prépondérante, soit par la voie classique de l'abonnement, soit par le Gold Open Access qui se développe. Le principe de l'attractivité auteur-revue via l'Impact Factor reste prépondérant, on peut le regretter. Les éditeurs commencent à limiter leurs tarifs, ils ont compris que le vent du boulet était passé tout près. La voie verte est essentiellement utilisée comme archive et non comme dépôt primaire, malgré les pressions institutionnelles actuelles, mais ça va peut-être changer du fait de ces pressions. Et attention aux revues prédatrices. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup de cette présentation qui remet un peu les pendules à l'heure dans ce domaine, parce qu'on utilise vraiment beaucoup tous les index dans les universités pour sélectionner les candidats. Et effectivement, il faut être extrêmement vigilant à la qualité des publications. Et on n'utilise heureusement pas que ça, il y a des services rendus et il y a sûrement d'autres choses qu'il faudrait utiliser comme la compliance au système ou le fait des relations entre médecins qui de temps en temps sont assez dégradées. On arrive à nommer des jeunes PU qui après deviennent des prédateurs sur le plan, non sur le plan des publications, mais c'est avec leurs collègues. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans le choix des futurs collaborateurs. Je crois qu'on va clore la session. Il y a quelques questions. Je crois qu'il y a une ou deux questions. On a le temps, donc on peut peut-être laisser le temps pour une ou deux questions. Normalement, après une conférence, il n'y a pas de questions, mais comme tout change, si vous acceptez les questions. Alors peut-être Jacques Caton d'abord, Albert Claude après. Oui, merci beaucoup.
ton article, ta communication était parfaite. Mais je pense qu'il manque quand même quelque chose parce que on va vers une évolution de plus en plus vers l'open access. Et bon, comme tu le sais, moi je suis chef éditeur de la deuxième revue de la CICOD, qui est CICOD Journal, qui est open access. Bon, on n'a toujours pas d'impact factor parce que c'est quand même aussi une mafia, l'impact factor. Hein. Avec la rebate, c'est une affaire financière aussi, il n'y a pas que ça quand même. Mais ce que tu n'as pas dit, c'est qu'aujourd'hui, des groupes comme Springer, ont développé des revues en open access. Par exemple, pour International Orthopedics ou pour des revues d'orthopédie, ils ont développé une forme de journal, soit sur des articles refusés quelquefois, parce qu'il y a de très bons articles qui sont refusés, avec un taux de refus qui est de 90% pour les bonnes revues. Il y a quand même quelques articles que tu as montré qu'un certain nombre étaient cités. Donc aujourd'hui, tu as des éditeurs qui ont basculé dans le système et une partie de leurs articles sont basculés directement dans des revues open access comme Springer. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Voilà quelle était ma conclusion. Et effectivement, tous les éditeurs se lancent dans cet open access, que ce soit par des journaux full open access, comme tu viens de le dire, et il faut qu'ils aient ils cherchent à avoir un impact factor, soit par le système hybride qui consiste à demander à un auteur s'il souhaite être en open access à l'intérieur d'une revue classique. Mais c'est en train de se développer. Mais ça reste aux mains de l'éditeur. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est que l'idée initiale qui consistait à penser que l'open access permettrait de se passer de l'éditeur et d'avoir dans un monde de bisounours la mise sur une archive gratuite des documents dans le but d'échanger avec les experts et la lecture gratuite du document, le système est en train de se dévoyer par rapport à cette proposition de base. Oui. Albert-Claude Benamou. Oui. Un peu de silence, s'il vous plaît. Si on a 2-3 questions et puis après on aura un cocktail. Quelle est votre analyse aujourd'hui? L'Académie de chirurgie, les collègues s'expriment plutôt en français. Je voudrais que vous parliez des revues scientifiques en français et dans quelle mesure on peut être quand même exister un peu dans ce secteur où manifestement la tendance est plutôt à disparaître. Alors moi, je peux vous répondre avec notre exemple, puisque la revue dont j'avais l'honneur d'être le rédacteur en chef était initialement la revue de chirurgie orthopédique et de l'appareil moteur, une des plus anciennes revues de chirurgie en France et qui a été publiée jusqu'en 2009. En 2009, l'impact factor de la RCO était de 0,3. Nous sommes passés au bilingue. La version anglaise purement électronique référencée, et nous avons gardé notre référencement, et la version française imprimée et électronique non référencée. Eh bien, l'impact factor est passé à 1,5, alors c'est encore petit, mais en 10 ans c'est pas mal, mais nous gardons 2 revues, parce que nous pensons qu'il est très important que nos membres aient accès à une information dans leur langue natale, le français. Voilà. Donc nous aidons à la promotion internationale de nos auteurs, tout en gardant pour nos lecteurs la possibilité de lire en français. Merci. Il y avait une autre question, Jacques Belghiti. Bon. Merci d'avoir insisté sur le problème des revues prédatrices. Moi, je crois que c'est un énorme danger parce qu'il y a un élément que vous avez dit, mais sur lequel il n'y a pas. Les informations de ces revues ne sont pas fiables parce qu'il n'y a pas de reviewer, il n'y a pas d'éditeur en chef, il n'y a pas de spécialiste. C'est uniquement des revues qui sont destinées à gagner de l'argent et à permettre à des gens qui, dans leur système, ont besoin de publier. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on peut toujours critiquer tout, mais toutes les académies, tout le système académique ne peut choisir ses membres qu'en fonction de ce qui a été publié et de ce qu'il publie. Parce que publier, jusqu'à présent, c'est la chose la plus difficile. Bon. Écrire, c'est la chose la plus difficile. Le danger, c'est que l'information n'est pas fiable,
Mais il y a un deuxième danger que j'ai vérifié à l'HAS. C'est que les institutions ne savent pas qu'il existe des revues prédatrices. Et donc, elles peuvent fonder un certain nombre de décisions à portée de santé publique sur des revues qui ne valent rien, parce qu'elles se refusent à hiérarchiser les revues et parce qu'elles n'ont pas cette connaissance. Vraiment, merci, parce que pour la première fois, je pense que c'est très important d'avoir insisté sur ce problème des revues prédatrices qui nous menacent, et Monsieur le Président l'a bien dit, et je crois que les CNU doivent prendre la décision de pénaliser ceux qui, quelquefois par accident, mais publient dans les revues prédatrices. Alors, vous avez tout à fait raison, et je vous suis complètement, et quand vous dites par accident, oui, j'ai failli être pris au piège. Donc ça peut arriver à tout le monde et il faut être vraiment très très attentif, et c'est pour ça, et vous le dites et je le redis, que le rôle des institutions dans l'établissement de listes de revues entre guillemets recommandables est très important. Est-ce qu'il y a une place, justement, pour dépister ces mauvaises données de l'intelligence artificielle? Parce que si on arrive à donner à un système des données, des vraies données fiables, il va pouvoir dépister les articles qui donnent des données ou des résultats qui sont erronés ou qui sont pas logiques. Est-ce qu'il y a un système de vérification électronique? Alors, je sais, sur la qualité du contenu des articles, ça, je pense que c'est un peu difficile et je ne suis pas capable de répondre. En revanche, d'avoir des algorithmes qui permettent immédiatement de vous dire cette revue-là, attention, parce que le nom qui apparaît comme rédacteur en chef, c'est pas possible, ou l'ISSN n'existe pas, ou l'impact factor qu'on vous annonce n'existe pas, ça probablement c'est tout à fait possible. Oui, je pense, si tu permets Xavier, ça touche le problème des fake news. Et je viens de m'intéresser, tu le sais pourquoi, au problème des fake news. Et je remercie Jacques Belguidi de sa remarque. Premièrement, il y a une chose dont vous n'avez pas du tout parlé. C'est heureusement, il y a des systèmes maintenant de plagiat qui sont absolument remarquables et ils existent chez Elsevier. Et là, je peux vous dire qu'on reçoit maintenant des papiers qui sont des copier-coller et puis qui vont chercher des papiers en Inde, n'importe où, etc. Et ça, c'est une chose qui nous a beaucoup aidé sur le plan informatique. Ça, c'est ma première réflexion. Et maintenant, concernant les fake news, je crois je considère les articles comme des fake news, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, mais il y a si on se retourne un peu sur ce que dit Gérald Bronner, le problème quand on recherche et quand on veut publier, on cherche ce qui nous intéresse, et c'est ça le drame de ces revues, c'est qu'on trouve toujours dans la littérature le bout qui nous plaît pour publier, et donc ça, je ne sais pas comment on peut remédier à ça, puisque c'est le défaut qu'on a tous, c'est qu'on ne cherche pas les articles qui vont contre l'idée qu'on a quand on veut publier, mais on cherche les articles qui défendent notre thèse, et c'est comme ça que progressivement, il y a une montée exponentielle. Et quand on regarde l'analyse de la littérature sur les citations, si c'est quelque chose qui part sur une fake news, il va y avoir plus de diffusion. Et ça, je crois que vraiment, et je te remercie aussi Jacques d'avoir fait, parce que tu en as fait partie, c'est vraiment, alors il n'y a pas beaucoup de gens ici des CNU, mais je crois que c'est enfin passé dans les... Et comme on recherche, comme tu le dis très bien Xavier, toujours, combien il a publié, qu'est-ce qu'il a publié, quelles sont les revues, le H-index et autres, il est clair qu'il faut que les CNU peut-être sanctionnent les gens qui publient dans des revues de ce type. Je crois vraiment que c'est très important. En tout cas, n'en tiennent pas compte. La conclusion du président est... Non, pas du tout. Merci Philippe d'avoir été comme d'habitude aussi clair et puis d'avoir mis le doigt sur un certain nombre de choses. Merci. Alors, je voudrais, Monsieur le Président, parce que tout ceci, à quoi est dû, je me retourne vers Jacques et vers ton intervention aussi, vous qui avez été, Monsieur le Président, président d'université, moi qui n'étais que vice-président d'université, mais quand même doyen et vice-président de la conférence des doyens, c'est de notre faute. Quand on choisit... Moi, j'ai connu l'époque où c'était Web of Science, l'index de Hirsch, le fameux IH, le H-index, les SIGAPS, alors c'était la cote, comme au tiercé, etc. Moi, je souhaite qu'effectivement, comme tu l'as dit, Président, dans dans la gestion des critères menant aux carrières hospitalo-universitaires, la prédominance et qui entraîne des catastrophes, comme ça vient d'être décrit, les revues prédatrices et tout ça, qui est des critères qui soient autres que ceux, on va dire, de l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire IH plus SIGAPS, vous prenez la racine carrée, pour être nommé, il faut que ça soit supérieur à pi divisé par 2. Voilà.
directeurs d'hôpitaux sont tombés dans le panneau. Mais bien sûr. Ajoutez pour ceux qui sont dans le libéral que vos directeurs d'hôpitaux sont tous tombés dans le panneau parce qu'ils touchent de l'argent mairie. Et donc il y a un vrai souci puisqu'ils demandent à leurs chirurgiens de publier le plus possible. C'est plus uniquement les universitaires. Merci beaucoup. Donc je voudrais conclure en disant que les chirurgiens qui avaient la réputation de peu publier, et on parlait des chirurgiens, des orthopédistes aussi, des gynécologues obstétriciens qui avaient une énorme activité clinique, maintenant se sont mis à publier des choses de qualité et nous avons chaque année une quarantaine de dossiers pour les prix de l'Académie qui sont de grande qualité, qu'on peut présenter ici et qui sont également acceptés à l'Académie de médecine dans une journée qu'on organise pour montrer nos jeunes chirurgiens. Et je pense que nos jeunes chirurgiens, on n'a pas du tout honte de les montrer devant un aéropage de médecins ou de grands savants qui justement peuvent juger de leur qualité. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Il faut aussi publier, mais aussi faire des gardes et toute l'activité clinique qu'on connaît bien. Voilà, donc vous êtes invité à un petit cocktail modeste.